Bonjour Jean-Marc Ayrault. Bonjour. Vous êtes ancien Premier ministre, président de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage. Merci d'être avec nous sur TV5 Monde. Un mot d'abord sur ce qui s'est passé hier aux États-Unis, ce face-à-face entre Donald Trump et Joe Biden, ces invectives, ces insultes. Ça vous inquiète ? Ce qui m'inquiète, c'est surtout le résultat de l'élection présidentielle. J'espère que ce débat sera suivi d'autres débats, mais qu'il pourra éclairer. C'est ce qu'il faut souhaiter les électeurs américains pour qu'ils fassent un choix responsable pour l'avenir de leur pays. Oui. Mais l'avenir des États-Unis, c'est pas n'importe quoi. Ça concerne aussi le reste du monde. Parce que ça concerne le reste du monde. Donc si Donald Trump l'emporte, ça vous inquiète ? Ça m'inquiète beaucoup parce que je vois bien le désordre dans lequel vit aujourd'hui l'humanité. La crise climatique, des conflits ici, la crise de la pandémie du Covid, mais aussi les conséquences économiques. Notre monde a besoin d'être régulé, a besoin d'être organisé, a besoin de concertation, a besoin de ce qu'on appelle le multilatéralisme. Et depuis l'élection de Donald Trump, c'est America First, c'est d'abord l'Amérique avant d'essayer de mettre en commun les problèmes du monde et d'apporter des solutions. La question du réchauffement climatique, par exemple, ne peut pas être traitée par chacun sans qu'on ait une concertation, une cohésion. Et donc, ce qui serait souhaitable, j'attends pas des miracles de l'élection américaine, même si Joe Biden était élu, ça restera un président américain qui défendra les intérêts américains, mais on peut espérer qu'au moins on puisse avoir un débat, une discussion qui mette un peu de l'ordre dans l'organisation du monde aujourd'hui, où il y a des problèmes nouveaux qui se posent, le réchauffement climatique, mais aussi les superpuissances, et aussi comme la Chine, et puis l'assassinat de George Floyd qui a marqué et qui a eu des conséquences jusqu'en France. On a vu des manifestations Absolument. au mois de juin. Ici, l'affaire Traoré, qui était celle ici, qui vous réagissez comment, Jean-Marc Ayrault ? Je réagis en essayant d'écouter attentivement le message de ceux qui ont manifesté. Car après le meurtre de George Floyd, qui a soulevé énormément de colère et de protestation aux États-Unis, et ça dure encore, à juste titre, il y a eu un mouvement de solidarité à l'échelle internationale, et dans toute l'Europe en particulier. On a vu des manifestations, beaucoup de jeunes, et ce qui est important, c'est que ces jeunes, alors ceux qui parlent de sécession, qui parlent de séparatisme, moi j'ai pas tellement entendu ça, j'ai entendu surtout une revendication d'égalité, une revendication de justice, de cohésion, de lutte contre le racisme et les discriminations, c'est-à-dire pour la France, une revendication, on pourrait dire, autour des valeurs républicaines. Donc ce message, il s'est exprimé fortement, il faut surtout qu'il soit entendu, il faut qu'il y ait des réponses. Oui. Et alors, peut-être Emmanuel Macron va-t-il y répondre dans son fameux discours vendredi sur le séparatisme ? J'espère qu'il prendra toutes les précautions pour que ce projet de loi dont on nous parle soit pas un facteur de division supplémentaire. Notre pays a besoin de cohésion, de solidarité, il a besoin de se retrouver autour de ses valeurs, mais en incluant tout le monde. Et en tant que président pour la Fondation pour la mémoire de l'esclavage, je suis attentif, par exemple, à ce que l'histoire de l'esclavage, l'histoire de la colonisation, qui a duré 4 siècles, soit connue de tous les Français et assumée pour nous aider à éclairer le présent. Parce que quand on regarde les comportements racistes, quand on regarde les stéréotypes, ça vient bien de quelque part. Qui existe encore aujourd'hui, que vous dénoncez. Parfois, certains accusent la police de ce genre de choses. Mais il y a un énorme travail à faire. Et l'année prochaine, nous allons commémorer les 20 ans de la loi qui a été portée par Christiane Taubira. Et que vous avez initié, il faut le dire Absolument, aussi. J'étais président du groupe socialiste à l'Assemblée nationale, Christiane Taubira était dans mon groupe, et avec Lionel Jospin, qui était Premier ministre, nous avons fait en sorte qu'un consensus se dégage pour que cette loi soit votée. La France, pour la première fois, reconnaissait que la traite et l'esclavage étaient un crime contre l'humanité. Mais l'article 2 de la loi, c'était « il faut que cette histoire soit enseignée dans les programmes scolaires ». Ça fait 20 ans. Vous n'avez pas l'impression aujourd'hui, monsieur Ayrault, que ça n'a pas été comme cela aurait dû être, notamment dans les manuels scolaires, l'éducation nationale ? Pas autant qu'on pourrait l'espérer. Des progrès ont été faits, c'est indéniable. La Fondation est en train de publier un bilan de 20 ans de programmes scolaires et de programmes éducatifs. Il y a des efforts, mais il y a encore énormément de travail à faire parce que cette histoire est encore largement, je l'ai vu encore ces derniers mois, autour de la question du Code noir et de Colbert, par exemple, est largement méconnue par une très grande majorité de Français. Donc il faut, dans l'intérêt de tous les citoyens français, que cette histoire soit mieux connue, mieux maîtrisée pour nous donner les clés, en particulier, par exemple, pour comprendre la diversité française et ses origines et pour
travailler à une mémoire commune, une mémoire partagée, et non pas à la concurrence des mémoires, et surtout à une cohésion nationale qui passe par la justice sociale, la lutte contre le racisme et les inégalités. Oui, vous parliez de Colbert. Vous auriez souhaité que l'on débaptise la salle Colbert de l'Assemblée nationale ou que l'on déboulonne des statues, comme certains l'ont demandé. J'ai pas demandé le déboulonnage de statues, ça n'a jamais été mon point de vue, mais par contre, il est important qu'on puisse éclairer le visiteur. Par exemple, quelqu'un qui va venir à l'Assemblée nationale, il voit la statue de Colbert. Est-ce qu'on explique que Colbert n'était pas seulement un grand ministre de l'économie de Louis XIV, mais qu'il est à l'origine du fameux Code noir, c'est-à-dire ce texte juridique qui va instaurer dans les colonies françaises, avec les répercussions sur toute la période coloniale qui suivra l'abolition, concernant les esclaves. On met en esclavage des humains, des hommes, des femmes, des enfants, alors que sur le territoire de la France, en l'Hexagone, l'esclavage est interdit. Est-ce qu'on sait ça? Si on le sait, on a une meilleure compréhension de tout le processus historique qui a contribué à ces discriminations et à ces injustices. Oui. Donc, il faut expliquer. Et là, je le dis à la veille du discours du président de la République, l'histoire n'est pas un bloc. L'histoire de la France est un tout, mais il faut tout enseigner, et pas seulement une partie de ce qui nous arrange, et pas le reste. Donc, ce travail d'histoire est important à faire. Oui. Il faut encourager les chercheurs, mais il faut aussi faire un travail de mémoire, et qui passe par un travail à l'école, qui passe aussi par la valorisation des héritages de cette histoire. Je pense à la culture, aux musiciens, aux plasticiens, aux écrivains. C'est tout ça aussi notre histoire commune. Ce que Édouard Glissant appelait la créolisation du monde. Donc, essayons de construire ensemble un avenir commun. Ça passe par ce travail pédagogique, exigeant, de vérité. Oui, par exemple, le CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, a porté des critiques contre le service public de l'audiovisuel sur la question de la diversité, de la représentation des minorités, etc. etc. C'est accablant. Donc, vous dites c'est accablant. Ah oui, c'est accablant. Les chiffres sont spectaculaires. La visibilité de la diversité française, pas seulement dans les présentations d'émissions, etc., mais dans les fictions, dans les documentaires. Donc il y a un énorme effort à faire pour toutes les télévisions, qu'elles soient publiques, qu'elles soient privées. C'est le rôle du CSA, mais je pense que le service public devrait donner l'exemple. Et là, c'est vrai que c'est une question d'équité, c'est aussi une question de justice. Car si on ne fait pas ça, on manque à un devoir. Le devoir de donner à chacun, avec la diversité qui est représentée dans notre société, sa place tout entière. Oui, oui. Donc vous lancez un message très ferme sur cette question. À des initiatives. Oui. Très forte des télévisions, du service public en premier lieu. Je vais d'ailleurs rencontrer dans les prochains jours Delphine Ernotte, la présidente de France Télévisions. Vous savez que François a été supprimé. Ça c'est pas un bon message pour l'outre-mer. C'est un mauvais message pour les outre-mer. Les outre-mer ont l'impression parfois de ne pas participer comme elles le devraient à la vie collective de notre pays. C'est un sentiment qui est réel et qui donc, peut être fondé. Il faut y répondre avec beaucoup de courage, beaucoup d'ambition, beaucoup de détermination. On ne peut pas rester en l'état. Le CSA nous alerte. Il n'est pas le seul. Jacques Toubon, lorsqu'il était défenseur des droits, a publié avant de partir un rapport sur les injustices en matière de contrôle de police, par exemple, les contrôles d'identité. Donc il faut tenir compte de tout ce qui a été fait comme travail et qui révèle des fractures dans notre société. Il faut éviter que ces fractures s'agrandissent. Et donc si j'attends un message du président de la République, c'est aussi un message d'espoir. Oui. Le 10 mai, c'est une date importante grâce à la loi Taubira, célébration de l'abolition de l'esclavage. Pourquoi ce jour-là n'est pas, par exemple, un jour férié? C'est 400 ans d'histoire. Absolument. Il faudrait... Pourquoi? Mais dans les Outre-mer, ce jour est devenu férié depuis l'élection de François Mitterrand en 1981, une journée qui correspond d'ailleurs au jour effectif où l'esclavage a été aboli dans les anciennes colonies françaises. Mais sur le territoire de l'Hexagone, et d'ailleurs à l'ensemble de la France, on pourrait imaginer une journée fériée qui serait un moment extrêmement fort et qui serait un moment de mémoire, mais aussi un moment de rassemblement, et qui serait un moment de mobilisation pour qu'on ne parle pas seulement du passé, mais pour s'interroger aussi sur le présent, sur tout ce qui pourrait être amélioré dans notre société, qui pourrait faire société, qui pourrait faire en quelque sorte un projet qui serait partagé par l'écrasante majorité des Françaises et des Français. Donc c'est une réflexion. Vous allez demander à Emmanuel Macron. Vous allez suggérer à Emmanuel Macron que le 10 mai soit un jour férié. J'ai déjà eu l'occasion de m'exprimer pour d'une journée fériée. Est-ce que c'est le 10 mai ou un autre jour? J'en fais pas une affaire. Et alors il va dans votre sens? Pour l'instant, j'ai pas eu de réponse. Comme je pense qu'il faudrait aussi travailler à la création d'un musée
qui raconterait cette histoire de l'esclavage et de la colonisation, parce qu'il n'existe aucun lieu qui raconte cette histoire. Il va y avoir un monument aux C'est Tuileries. un mémorial, et ça c'est... Est-ce que c'est suffisant? Parce qu'au fond, on se dit, il y a des villes qui ont été créées par l'esclavage, en quelque sorte. Je crois que vous étiez à Lorient. Vous pouvez parler de Nantes aussi, dont j'ai été maire pendant 23 ans. N'ont pas de statut, qui n'ont pas de lieu de commémoration. Alors, il faut absolument que ce mémorial soit réalisé. Il va l'être. C'est une bonne chose. C'est une étape. Il sera installé dans le jardin des Tuileries, là où fut votée la première abolition de l'esclavage par la Révolution française, 1794. Esclavage rétabli, vous le savez, par Napoléon, premier consul, en 1802. Et très récemment, j'étais aux côtés de la maire de Paris pour l'inauguration du square Solitude guadeloupéenne qui a été pendue par les troupes de Napoléon après la révolte contre le rétablissement d'esclavage avec Louis Delgrès, et qui est un symbole de résistance, car il ne faut jamais oublier que la lutte contre l'esclavage, l'abolition, ça a d'abord été la lutte des esclaves eux-mêmes. Mais vous n'avez pas l'impression, je dis ça parce que au fond, d'être un peu seul, Jean-Marc Ayrault. Je ne suis pas seul parce qu'il est... dans cette lutte, parce que vous portez, on le voit bien, mais votre fondation, c'est, par exemple, je crois, c'est 2 millions d'euros, alors que la mission pour le centenaire de la Première Guerre mondiale, c'était 120 millions d'euros. Est-ce que vous n'avez finalement pas assez de moyens pour mener? C'est un combat qu'il faut mener. Je le mène avec beaucoup d'autres, beaucoup d'associations, de personnalités, de la culture aussi, de la recherche, de l'éducation, d'associations de la mémoire. Elles sont très nombreuses. Vous parliez de Lorient, j'ai pu en rencontrer quelques-uns. Mais ce chemin, il faut l'emprunter avec force et détermination. Parce que si on laisse enfouie cette question dans les consciences et qu'on ne révèle pas et qu'on ne l'explique pas, alors un jour elle ressurgira par le côté racialiste ou communautariste, et c'est pas une bonne chose. Moi je souhaite qu'elle avance sur la base des valeurs de la République, qui, elles, sont là pour nous rappeler liberté, égalité, fraternité, qu'il faut que ça soit surtout une réalité. Mais vous avez vos collègues, vous sentez cette mobilisation. On a eu parfois l'impression, même parfois certains qui ont critiqué lorsqu'on disait on va débaptiser la salle Colbert, qu'est-ce que c'est, etc. Parce qu'il y a une forme d'ignorance de cette histoire, une forme de naïveté aussi par rapport à ces questions, ou peut-être de gêne, parce que certains disent on ne va pas reparler de ça. Quand j'étais maire de Nantes, je me souviens, quand j'ai lancé cette action pour la mémoire du trafic d'esclaves et de l'esclavage à Nantes, il y a eu des résistances, des gens qui disaient vous allez nous diviser, puis finalement nous l'avons fait et nous avons rassemblé. Je pense qu'à l'échelle nationale, il faut faire de même. Mais on parlait de la loi Taubira il y a près de 20 ans. À l'époque, cette loi a été votée à la quasi-unanimité de l'Assemblée nationale et du Sénat, même le Sénat, vous voyez. Et à l'époque, il y avait un état d'esprit ouvert par rapport à cette question. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, quand je regarde certaines émissions de télévision et certains chroniqueurs, qu'il y a une forme de crispation, qu'il y a une forme de culpabilisation quand on aborde ces questions. Mais c'est une erreur. La France a besoin de parler de cette histoire, de l'assumer et de l'aborder en face, avec lucidité, mais aussi volonté de vivre ensemble et de partager ensemble un projet collectif. Mais vous avez vu Valeurs Actuelles qui a publié une fiction avec Madame Obono, députée en esclave. C'était une fiction raciste, il ne faut pas le dire autrement. En tout cas, moi je dis que c'était une fiction raciste et discriminatoire. Elle a été heureusement très largement dénoncée. C'est un réflexe. Mais le fait que ça puisse avoir lieu au XXIe siècle, en France, je trouve que c'est un mauvais signe. Heureusement, quand on va regarder d'un peu plus près, dans les territoires, que ce soit dans l'Hexagone ou les Outre-mer, il y a énormément d'initiatives, d'associations, de collectivités territoriales. L'État bouge un peu, vous l'avez dit à propos du mémorial, mais il faut pousser encore les choses. Il ne faut pas renoncer. En tout cas, moi, c'est ma conviction. Oui, ça va être une année très importante. Les 20 le mois des mémoires. Absolument. En 2021, avec 20 ans, il faut vraiment en faire un temps fort. Et la Réunion qui accédait à l'anniversaire de l'indépendance, etc. Il faut en faire un temps fort, un temps national, un temps, je dirais, où on portera un message universel. Il faut s'y préparer dès maintenant. Ouais, vous diriez au fond, ce n'est pas juste une question de mémoire, d'histoire, de souvenir, c'est un enjeu actuel pour la société. C'est qu'au fond, le regard qu'on peut porter sur l'esclavage marque finalement la société tout entière aujourd'hui et les notions d'égalité. C'est une question du présent aussi. Et quand ces jeunes qui manifestaient après le meurtre de George Floyd, quand ils exprimaient un message, parfois avec beaucoup de force, et parfois même de la colère, d'égalité, de fraternité et de lutte contre les discriminations et le racisme, ils demandaient aussi que vérité soit faite sur cette histoire. Et ils ont raison. Et donc c'est notre intérêt commun, c'est l'intérêt de la France d'aborder en face
l'ensemble de ces questions, non pas pour créer des mémoires concurrentielles, mais pour... Non pas pour réveiller des conflits ou des ressentis. Pour, sur la base de la connaissance et de la lucidité, travailler à un récit commun et une mémoire partagée. Merci beaucoup Jean-Marc Ayrault. Merci d'avoir été notre invité. Eh bien, c'est la Fondation pour la mémoire de l'esclavage, une année très importante que TV5 Monde évidemment suivra de très près. Merci, Monsieur le Premier ministre, d'avoir été notre invité. Merci.